le but, c'est de retravailler notre rapport au métier et d'y réfléchir sous forme d'ateliers, sous forme d'ateliers collectifs, avec une réflexion justement collective de pair à pair, où il n'y a pas de source de jugement, mais il y a une réflexion sur la pratique matériel du métier, dans le fait de qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc ça part d'une observation de nos gestes professionnels dans le cadre de nos travails. Alors, je suis donc Catherine Remermier, conseillère d'orientation psychologue. Je travaille donc au groupe métier du SNES national. Et je suis aussi membre de l'équipe clinique de l'activité du CNAM. L'objectif de la clinique de l'activité, développée par Yves Clos au laboratoire de psycho du travail du CNAM, c'est de restaurer les collectifs et de permettre à ceux qui travaillent de reprendre la main sur leur métier. Dans la dernière période, on a bien vu que le management ne s'attaquait pas seulement à l'intensification du travail, mais de plus en plus aux pratiques, aux manières de faire le travail. Et l'éducation nationale qui jusqu'à présent avait été relativement épargnée, on était plutôt sur des questions de moyens, d'effectifs, etc. Désormais, les réformes s'attaquent aussi aux pratiques et aux manières de travailler, et donc elles attaquent de plein fouet les enseignants et les autres professionnels. Qu'est-ce qu'on fait de l'évaluation, et notamment de manière collégiale quand on se retrouve au conseil de classe par exemple? Du coup, on peut prendre l'évaluation dans la classe, l'évaluation formelle au regard des attendus du bac, etc. Et ensuite, comment on se concerte sur l'évaluation pour évaluer l'élève dans sa globalité. Ça va si on part sur jusqu'à la fin de l'année, mais sur différents volets. Mais j'ai l'impression vraiment de jamais complètement parvenir à un travail approfondi, abouti, alors que c'est ça finalement qu'on nous demande pour le bac. Et c'est pas, moi non plus je me sens pas coupable, mais je suis souvent un peu déçue, quoi. Oui, c'est ça. C'est de la déception. Avec le sentiment qu'avec plus de temps et des plus petits groupes, eh bien, on parviendrait à faire un meilleur boulot, en fait. Et que, quand même, l'institution, elle est... moi, je la trouve coupable de ne pas nous donner suffisamment de moyens pour arriver à ça, alors qu'on nous en demande beaucoup. Pareil, ils perçoivent quand même les cultures matière par matière, parce que, par exemple, en SPI, ils ont l'habitude d'être évalués tout le temps, ou d'avoir des TP notés. Ouais. Et du coup, ils le ritualisent. Et de même qu'en maths, tu dis ça se passe pas de la même manière que quand on fait des activités. Je sais pas si ils n'ont pas, eux, intégré... Oui, des normes par matière. Je ne pense pas que ce soit une question de matière, je pense que c'est plus une question de pratique dans la matière que de matière. De l'informatique, des logiciels, tout ça et un peu de programmation, fasse partie intégrante des programmes de maths. Mais nous, on ne nous a pas consultés et on ne nous a pas formés. Donc on se retrouve un peu... Je suis d'accord avec toi, tu transmets d'une seule façon. Si je prends avec la réforme STI 2D qui a eu lieu il y a quelques années, beaucoup de profs se sont retrouvés à enseigner des choses... On va dire que j'ai entendu ça dans beaucoup de lycées, beaucoup de collègues qui me disaient j'ai une semaine, 15 jours d'avance sur les élèves dans certains domaines. J'ai entendu ça énormément. C'est-à-dire que 15 jours avant, les collègues ne savaient pas que ça existait, et 15 jours après, il était en train d'enseigner. Donc c'est juste dans ce cas-là, effectivement, c'est juste transmettre ce qu'il vient d'apprendre, c'est tout, ça se limite à ça. Il n'y a pas il n'y a aucun recul, aucune analyse, c'est vraiment, je sais ça, je te le dis, voilà, c'est tout, point barre.
Vous allez donc regarder les questions que je vous ai posées, puisque moi il y a des choses que je ne comprends pas dans ce que vous faites, et pour vous remplacer j'ai besoin de le savoir. Donc regardez, vous répondez aux questions auxquelles vous avez envie de répondre, vous les lisez, voilà, vous réfléchissez un petit peu là-dessus. Des moments qui sont peut-être un peu flous dans ce que je propose, même pas mal flous je dirais, et qui sont en fait ceux qui me posent problème et auxquels j'essaye de trouver une réponse, et qu'en fait je me rends compte que quand j'essaye de répondre à la question, ça tourne un peu en rond. Et voilà. Flou, c'est-à-dire je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme question oui, voilà, parce que je dis, il y a la reprise du cours, qui est un moment justement de participation orale, et qu'il y a des élèves volontaires qui vont participer, et la question c'est comment je choisis l'élève. Bon, parce que moi je te remplace, donc je ne sais pas comment je choisis. Bon, là j'ai à peu près une réponse, mais voilà, je trouve que la question du choix de l'élève, elle n'est pas évidente. Et en fait, quand une question revient plusieurs fois, je m'adresse après à l'ensemble du groupe. J'aime bien m'adresser à l'ensemble, au collectif d'élèves, quand une question revient plusieurs fois, et pas à répondre forcément tout le temps de façon individualisée. Et pas personnalisée, individualisée. Et si le fond n'est pas transcendant, on peut quand même travailler sur l'expression, sur la langue. On peut se permettre de ne pas avoir de trace écrite préalable. Si en revanche, c'est censé être dans une maternelle que maîtrise, où on va quand même beaucoup moins travailler la forme, il faut quand même qu'il y ait un support, qu'ils aient réfléchi à ce qu'ils vont dire. On le voit nous-mêmes quand on fait un oral, si on ne prépare pas un minimum. Toi, tu es dans quelle discipline ? En français. Ensuite, l'oral, il reste quand même construit, puisqu'il va falloir qu'on donne à nos élèves un certain nombre d'outils. Donc, soit ils sont dans l'oral sur quelque chose qu'ils ont déjà travaillé et ils ont les outils avant d'arriver, soit c'est à nous de leur donner. Donc, les outils, basiquement, ça peut être par exemple du vocabulaire sur quelque chose, parce que si tu leur donnes pas ça, ils sont dans l'incapacité de faire de l'oral. Je ne peux pas faire de l'oral sur rien. J'utilise un biais un petit peu comme toi, c'est-à-dire que comme je tourne pendant les séances d'exercice, je vois ce qu'ils ont fait, et quand je remarque un élève qui ne parle pas trop d'habitude et dont je vois que le travail écrit est correct, du coup je lui fais prendre la parole parce que je sais que c'est juste et que du coup il va pouvoir gagner de la confiance par rapport au reste de la classe. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le support, en fait, et les notes qu'ils me donnent pour préparer l'oral. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, quand je sollicite les élèves les plus timides sur des points où justement ils ont pu bien répondre et répondre plus pertinemment que la majorité des élèves. Dans une matière différente, donc en histoire géo, moi je ne suis pas sûr qu'il faille corriger les erreurs, même ne serait-ce que montrer à la classe. Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas besoin de laisser la classe réfléchir à ce que vient de dire l'élève et voir... parce que c'est vrai que je parle d'un oral en cours, un oral normal, pas un oral travaillé. Là, j'ai pris l'exemple des STI parce que là, ils ont l'examen à l'oral, donc c'est différent. Dans le primaire, c'est pareil, quand tu as des gamins en CE2, que dans une classe, tu te retrouves avec 4 ou 5 non-lecteurs. Mais comment tu fais ? T'as pas d'AVS, t'as rien, il n'y a plus de RASED, bref. Donc la question, c'est pas d'être dans la déploration, c'est de voir, toi tu disais par exemple, on a détourné les consignes, et donc en discutant entre nous, on a mis à notre main, tu viens de dire en STI, STI 2D, comme de toute façon c'est infaisable ce qui est demandé, les collègues ils ont trouvé des manières de faire, ça montre quand même que le genre il n'est pas mort. Ça veut dire que les collègues ils trouvent des manières de continuer à faire leur métier malgré la difficulté, quoi. Et que le rôle du syndicat, moi je pense, c'est de faire échanger les collègues sur ces manières de faire. Parce que d'abord, ça élargit les palettes des manières de faire possibles. C'est-à-dire que tu te dis, ah ouais, tu fais comme ça, j'y avais pas pensé, peut-être que effectivement je pourrais adapter ou m'inspirer de ça. Et puis quand il y a des trucs qui sont vraiment infaisables, c'est ligne rouge,
quoi. Non, ça, non, on ne peut pas le faire. Il faut que les collectifs soient créés dans les académies. Alors ça peut être des collectifs d'établissement, des collectifs disciplinaires, des collectifs de métier. Il faut que les gens se sentent en confiance, parce que très souvent, déjà, dans l'école, il n'y a pas trop de lieux où on peut parler de son métier, des difficultés qu'on y rencontre. Souvent, si on en parle, on risque d'être sanctionné. Donc il faut un climat qui soit vraiment un climat de confiance, et en même temps, il faut quand même un dispositif assez rigoureux pour permettre vraiment d'être sur le détail de l'activité et sur les problèmes que ça nous pose, justement de réussir à faire ce qui est à faire. La pratique syndicale, c'est justement de travailler sur le collectif dans nos professions et dans notre cadre de vie. Et le métier d'enseignant est souvent solitaire. Donc le collectif, il ne peut se construire que sur un rapport au travail. Voilà, donc ça nous permet de réfléchir sur ce rapport au travail. Collectivement, le travail a été proposé à tous les enseignants du lycée, et même si tous les enseignants évidemment ne peuvent pas participer ou n'ont pas la volonté de participer, ce regard collectif, forcément, en nous interrogeant sur nos pratiques, nous interroge sur notre profession et sur notre rapport aux élèves, aux enseignants, à la direction et à nos supérieurs hiérarchique, et ça nous donne des moyens de dialogue et d'échange plus constructifs, me semble-t-il, avec tous ces interlocuteurs. La première chose, donc, le premier effet, en fait, c'est de déculpabiliser largement les collègues. C'est-à-dire, les collègues se rendent compte que les problèmes qu'ils rencontrent, ils ne sont pas tout seuls à les rencontrer, que d'autres collègues sont aux prises avec les mêmes difficultés. La deuxième chose, c'est qu'on échange sur les manières dont les uns et les autres essaient de s'en sortir, ce qu'ils ont élaboré dans une équipe ou ce qu'ils ont élaboré individuellement. Et donc ça permet aussi finalement d'élargir la palette des manières possibles de faire pour se sortir de cette prescription parfois contradictoire, enfin qui pose des problèmes sur le terrain. Et puis le troisième mouvement, c'est de permettre aux collègues de porter ça, alors porter ça collectivement et syndicalement, en direction des CHSCT par exemple, en direction de l'administration, voire en direction des IPR.